Bonjour madame. Jean Pézieux du magazine FR3, vendredi. Je viens pour l'interview. J'ai un petit système que j'appelle mon gendarme, que je n'ouvre pas avant d'avoir reconnu le visiteur. Je me méfie, il y a tellement de gens qui peuvent s'introduire chez vous à la faveur d'une ouverture de porte. Les femmes seules, en principe, ne se méfient même pas assez. Mais enfin, si la personne a un képi, par exemple... Mais un képi, je vous dirais que je me méfie même du képi. Quand vous sortez de chez vous, vous prenez des précautions particulières, non? Quand je vais dans la rue, d'abord, je n'emporte jamais une grosse somme avec moi. Et puis, enfin, si je rentre chez moi tard le soir, j'aime mieux que la rue soit entièrement déserte, par exemple. Si je sens un visiteur derrière moi, évidemment, je me méfie, je me retourne. Vous avez une cave? Oui. Vous y descendez? J'y descends, oui. Mais enfin, j'éclaire d'abord, je me méfie un petit peu quand même. Parce que dans les caves, vous savez, il arrive particulièrement des visiteurs qu'on ne peut pas repérer. Les couloirs de caves sont assez grands, assez obscurs. Finalement, vous ne vous sentez pas en sécurité? On ne se sent plus en sécurité nulle part, remarquez. La police ne peut pas être partout. Et spécialement les femmes seules? Spécialement les femmes seules, bien entendu. C'est bien plus facile d'attaquer une femme seule que d'attaquer un homme. Victorine et Louis Montarnal, vous habitez un petit pavillon à Rueil-Malmaison, dans la banlieue parisienne, et je crois que vous avez été victime plusieurs fois d'agressions. Oui, c'est-à-dire que plusieurs fois, il y a des types qui se sont introduits chez nous en nous donnant comme raison soit qu'ils achetaient des fruits ou autres, et ils en profitaient pour inspecter les lieux de la maison. Et entre autres, celui qui avait acheté des fruits et qui se disait vouloir acheter des meubles, il voulait absolument s'introduire dans la salle à manger pour voir si j'avais des meubles, s'il y avait des meubles qui l'intéressaient. Alors je l'ai renvoyé, je lui ai dit que je n'avais rien à vendre et qu'il ne m'intéressait pas du tout, et de prendre la porte. Voilà ce que je lui ai dit. Il faut les amènes quand on avait quelque chose à vendre, c'est comme ça. Mais c'était surtout pour vérifier des lieux et pour voir dans quel état, si vous êtes capable de vous défendre. Est-ce que vous êtes armé, monsieur Montarnal? On a un revolver qu'on a même acheté pendant l'occupation, mais j'ose même pas y toucher. Le revolver est dans un tiroir avec les balles, mais je me garderais bien d'en placer une, parce que moi, ce revolver, il me fait peur. On a peur dans la rue, selon vous? Ben, et comment? Je ferme là-bas, je ferme ici, et puis je guette avant que, si j'entends sonner, j'ouvre un petit peu le rideau pour me rendre compte. Vous ne laissez plus entrer personne? Ah, je ne laisse plus entrer personne si je ne connais pas. Et on entend tellement de choses qu'on attaque les personnes âgées, on se dit, ben, nous sommes visés. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Un enfant est mort. Un 12 enfants, au regard profond, assassiné, étranglé ou étouffé, on ne sait pas encore. L'autopsie ne l'a pas complètement révélé, par le monstre qui l'avait enlevé pour de l'argent. Et oui, ce qui nous effraie, c'est que ce type ressemble tellement à n'importe qui, et c'est pour ça que la France a peur. Alors pour moi, cette réflexion, elle était, je crois, proche de la sensibilité du public. Alors d'où vient le trouble? Le trouble, c'est que je me suis rendu compte qu'ensuite, ça avait participé, probablement, à un entraînement de l'opinion vers ce qui était déjà en gestation, ce qui était préparé, c'est-à-dire un esprit de vengeance terrible et de justice expéditive. Esprit alimenté toute la journée sur les radios et plus tard dans ce même journal par les déclarations de ministres que vous connaissez. Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur le rôle des médias dans ce développement de la psychose collective de peur et de vengeance? Je crois que le crime existe dans la société contemporaine. Maître Badinter dit qu'il faut s'habituer à vivre avec le crime parce que ça existe. Il faut s'habituer à en avoir le moins peur possible. Mais je crois que
éliminer le crime de l'information, c'est vraiment jouer la politique de l'autruche. Il est préférable de traiter le crime comme une information, mais d'essayer de désamorcer toute cette panique qu'il y a autour du crime. C'est très difficile à réaliser parce que je vis dans un corps professionnel qui a des réactions et qui sont des réactions de journalistes qui ne se posent pas de questions. Il ne faut pas que le journaliste se pose toujours des questions. C'est presque, je dirais qu'il y a des moments, c'est le contraire de son métier, de se poser des questions, de savoir s'il doit couvrir telle ou telle information. Le président lui-même de la République l'a écrit, notre société actuelle a rarement connu autant de sécurité dans la vie de tous les jours que dans les siècles passés. C'est vrai que sortir à Paris la nuit, à certaines époques des siècles derniers, était quelque chose d'autrement dangereux que même maintenant. Mais c'est vrai aussi que, habitué à des périodes de très grande sécurité, dès que vous avez un incident nouveau qui est colporté par la rumeur, alors la peur naît. Même si l'incident a été minime, ou même si c'est un incident relativement important, mais qui quand même, proportionnellement à ce qui peut se passer dans le pays, est peu de choses. Le petit village de Somme-Dieu, dans la Meuse. En mars 1975, à la sortie du bal, une véritable bataille rangée oppose les habitants à une bande de jeunes. La première milice était née. Aux armes, citoyens. Mais si, par exemple, de tels événements se reproduisaient, est-ce que de nouveau, vous sortiriez les fusils? C'est sûr, oui. Bien obligé. Bien obligé. On va pas se faire. Il vaut mieux faire le. Il vaut mieux faire le veau, le boucher que le veau. Ouais. Et vous avez l'impression que les gens ne comprennent que la force, que les armes, en l'occurrence? Avec la police qu'on a en France, ils sont bons à nous faire chier sur la route. C'est un radical quand même, hein. Sans trop de zèle, ça n'a pas été méchant. Ils ont arrivé quand tout était fini, bon bah ils en ont embarqué un, ils l'ont relâché aussitôt. Bon bah je crois que la meilleure police, c'est celui-là qui a un fusil. Hein. Et ça a diminué la peur, selon vous, des gens? C'est-à-dire quand même que les gens viennent quand même à Somme-Dieu et tout, hein, mais ils font quand même attention. Ouais. Ils savent très bien qu'à Somme-Dieu, faut pas rigoler. Mais on nous dit par exemple à Évry qu'il se passe pas grand-chose, on interviewe les gens, ils nous disent il se passe rien, tout est calme. Parce que tout le monde veut garder sa propre sécurité. Il se passe rien depuis Noël. Ça s'est calmé depuis Noël. Mais il n'empêche que la nuit de Noël et les jours d'avant, les caves de toute la région ont été pillées. Tout le monde le sait, que ça soit au Bonhomme-en-Pierre, que ça soit rue Jean-Mermoz dans tout le quartier, ou que ça soit là-haut du côté de la rue Mathilde, et partout, il y a des caves qui ont été pillées au moment de Noël. Alors, les gens ont été surpris de ne plus retrouver ni les bouteilles, ni ce qu'ils avaient préparé pour les fêtes. C'est connu, ça. Et personne ne dit rien? Parce que les gens ont peur, parce que les gens n'osent pas. Ils ont bien réussi à voler tous les joies de Noël. Et aucun parent n'a répondu. Aucun parent n'a manifesté son mécontentement. Et en général, ceux qui font du vandalisme dans ce quartier? Dans le territoire ici, il y a des jeunes, bien sûr, comme partout. Hein. Ça, c'est sûr. Vous les connaissez? On arrive à en connaître quelques-uns. Il y en a quelques-uns, du reste, ici, qui ont été pris, qui ont été arrêtés. Et je crois que maintenant, vous prenez des précautions. Vous n'avez pas l'intention de vous laisser faire. Bah, écoutez, je peux vous dire une chose. C'est qu'on a monté la garde, et il nous arrive encore de monter la garde, les uns et les autres. On a le téléphone, les uns et les autres, et je vous garantis qu'il ne faut pas qu'ils nous tombent dans les mains. Hein. On a des trics, on a ce qu'il faut, et on les recevra dignement, croyez-moi. Est-ce qu'il ne serait pas plus juste de dire qu'il y aurait aussi une peur que les gens ont, qui est plus forte peut-être que l'insécurité réelle? Ouais, mais ils se la créent, la peur. C'est eux qui se la créent eux-mêmes. Les journaux qui la créent. Et les gens, en même temps, si une voiture elle est visitée ou une voiture volée, n'importe quoi, bah, il y en a, ils ont l'impression que leur, elle a été visitée aussi, la leur. Et il n'y a rien eu. Ouais, il n'y a rien eu. En fait, pour faire leur publicité, ils oublient de fermer leurs portes. Ils reviennent le lendemain, ils vont porter plainte comme quoi on a volé des trucs dans leur voiture. Il n'y a rien de volé, ils ne regardent pas. Ils referment la porte, ils la ferment à clé, ils vont au commissariat, ils disent voilà, on va fouiller dans ma voiture. Et dans les parkings, dans les caves, il ne se passe jamais rien? Bah, j'en sais rien, il se passe sûrement des trucs, mais c'est pas parce qu'on a eu déjà affaire à des histoires que c'est obligatoirement nous. Non, mais on dit pas que c'est vous, mais il se passe bien quelque chose ici, non? Bah oui, il se passe des trucs. Bah, sinon il n'y aurait pas ça. Je dis pas qu'on est des saints, hein. Mais faut pas quand même nous sauter tous dessus comme ça. Qui est-ce qui dit du mal de vous, alors? Bah les gens du quartier et tout ça. Et les gens. On voit que c'est les jeunes, simplement. Et quand vous amusez à quoi?
On s'amuse pas, et puis des mômes. Moi, je les appelle des oiseaux. Bon, le voyou est un bien grand mot, et puis ça permet aux gens de mettre des tas de choses sous ce mot voyou. Moi, je les appelle des oiseaux parce que ce que je trouve très drôle, comme on dirait des nounours ou n'importe quoi, ce sont des gosses qui ont envie de jouer, qui ont envie de s'amuser, qui sont livrés à eux-mêmes du matin jusqu'au soir. Et imaginez-vous, de leur âge, tout seuls du matin jusqu'au soir, dans les rues, ben, on en invente. Hein. C'est des gosses qui ont de l'imagination, mais de l'imagination qui est souvent un petit peu dangereuse et un peu embêtante. Quoi. Alors, il y a ce qu'ils font, il y a ce qu'ils se racontent, et puis il y a ce que les autres mais pensent. Il y a le phénomène de groupe déjà. Il y a le fait que quand vous êtes tout seul, si un garçon rentre ici et qu'il a une agressivité, qu'il est de mauvaise humeur parce qu'il a manqué l'école, parce que chez lui on ne sait pas qu'il n'a pas été à l'école, parce qu'il s'est disputé avec sa mère, etc. Il rentre ici, la maison reçoit son agressivité. Hein. Il est tout seul, on peut dialoguer, on en parle, ça se détend. Ils sont deux, c'est la violence. Parce qu'il faut montrer aux copains qu'on ne se laisse pas avoir, qu'on ne se laisse pas piéger, qu'on ne se laisse pas posséder. Bon, ben dans la rue, c'est la même chose. On est tout seul, on touche la voiture, ça va pas bien loin. On est deux, on est calé, on montre aux copains qu'on est un petit peu plus fort. Quoi. Donc on en rajoute. Bien sûr. Paul-Henri Chambardelot, à votre avis, où se situent les responsabilités? Eh bien, quand on parle d'insécurité, de peur, on pense tout de suite, et les gens bien pensants, on pense tout de suite aux jeunes, aux migrants, aux ouvriers. Migrants, c'est-à-dire les travailleurs immigrés. Les travailleurs immigrés. Et à tous ceux qui sont dans une situation de minorité. Ce sont eux qu'on voit dans les journaux, dans les masses médias, dont on parle à propos d'actes de violence. Mais en réalité, si on réfléchit, qui est responsable des actes de violence des jeunes ou des migrants? Ce n'est pas le jeune qui fait comme un acte de violence à Paris. Ce sont ceux qui ont organisé la société d'une certaine manière. Même à Paris, dans l'urbanisme parisien, combien de mesures auraient pu être prises actuellement en faveur des jeunes? Lorsque on a pratiqué des opérations dites de rénovation dans Paris et qu'on a exclu toute une série de familles ouvrières, qu'on a déportées pratiquement dans des zones de banlieue, on les a envoyées dans des grands ensembles où on avait construit des cités qui n'étaient absolument pas préparées pour la vie ouvrière. Les jeunes qui sont élevés dans ces conditions, qui sont désemparés, qui n'ont pas d'activité culturelle suffisante, qui n'ont pas les moyens de se réunir entre eux, ils vont exploser à certains moments et on va les accuser. Mais qui est responsable? Qui est responsable? Est-ce que ce n'est pas ceux qui ont construit ces grands ensembles sans vouloir réfléchir alors qu'on aurait très bien pu éviter certaines erreurs? Est-ce que ce ne sont pas ceux qui ont voulu exclure les familles ouvrières de Paris trop rapidement? Est-ce que ce ne sont pas ceux qui n'ont pas prévu les espaces verts qu'on avait demandés? Finalement, vous voulez apparaître comme des gens comme tout le monde. Ouais, des gens normaux. De toute façon, c'est pas des sauvages. On est des gens comme tout le monde. On se dit pas des gens mieux, on se dit pas des gens moins bien, on est au même niveau qu'eux. Et c'est pas vous qui leur faites peur aux autres. C'est eux qui se font peur. Disons qu'ils se créent leur peur.